C'est l'occasion de reconsidérer de manière très différente la dynamique économique et le rapport de l'économie à l'humain. Ce qui me paraît essentiel, c'est que on a une dynamique économique qui a perdu le contact avec le social, mais pas seulement le social, l'humain, la dimension humaine. Et l'économie de la fonctionnalité, c'est l'occasion de revisiter et c'est une nouvelle chance pour repartir profondément différemment. Donc là, je crois qu'il y a l'économie de la fonctionnalité donne des perspectives tout à fait intéressantes pour progressivement, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais progressivement changer le modèle de développement, changer le modèle économique pour les entreprises et surtout d'identifier les ressources qui permettent cette évolution et ce changement. Alors, je ne sais pas vers quelle société nous allons, mais ça je ne sais pas dire, parce que les sociétés se construisent dans le mouvement des choses. Il n'y a pas les auteurs qui ont voulu prédire des avenirs se sont souvent d'abord largement trompés, et en prédisant, on conduit à des sociétés souvent catastrophiques. Donc moi je suis très prudent. Je préfère construire en mouvement et en allant que de dire où on va, au sens de quel modèle de manière précise on doit adopter. Je ne pense pas que ce soit un problème de modèle à adopter, je pense que c'est une démarche à adopter en ayant une perspective ouverte. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que le mot transition me gêne un peu. Le mot transition, une transition, c'est on part d'un point et on arrive à un autre, et on sait où on arrive. Là, on ne sait pas où on arrive. Vous voyez, c'est pas une transition, c'est une mutation dans laquelle nous sommes engagés. Simplement, bien entendu, au regard de cette mutation, il faut avoir quelques grands points de repère. Un des points de repère, de mon point de vue, c'est la question du service. Une économie au service de l'humanité, une économie au service des hommes. En d'autres termes, à travers la question du service, on réintroduit la finalité de ce que l'on fait. Le problème avec l'industrie, c'est que, bien sûr, les biens sont utiles, donc d'une certaine manière, on va dire les choses comme ça, ils nous rendent service. Mais au bout d'un certain temps, on fabrique des biens sans savoir pourquoi. Et on perd le rapport entre la production des biens, leur usage et leur utilité. Donc on arrive à des choses absurdes. On a un rapport aux biens qui est complètement, qui devient catastrophique. L'idée d'une économie servicielle, c'est de remettre au cœur la finalité de ce que l'on fait. Alors, on mobilise des biens, mais on va intégrer ces biens dans des logiques de service pour être au service d'eux. Il faut se mettre dans cette perspective, se mettre au service d'eux. Alors, au service de la santé, l'enjeu de santé. Au service d'enjeux éducatifs, d'enjeux de connaissances. Se mettre au service de la mobilité, c'est-à-dire de la mobilité des personnes. Voilà. C'est cette démarche qu'il faut réintroduire, et l'économie servicielle, cette expression d'économie servicielle, c'est l'idée que il faut se mettre en perspective les effets de service que nous proposons dans les organisations productives. Donc, on peut avoir, si vous voulez, des entreprises de services qui ne sont pas dans une logique servicielle. On peut avoir des entreprises de services dont la finalité, allez, c'est de vendre. Je ne vais pas prendre de marque, mais la restauration rapide. La restauration rapide, on voit bien comment ils développent leur activité, mais les produits sont standardisés, on ne se met pas au service de qui que ce soit. On essaye de fourguer une camelote et ensuite quelque chose d'extrêmement rapide, et au temps contraint, sans véritablement avoir le souci de la santé des personnes qui vont derrière bénéficier de ces services de restauration rapide. Donc c'est une logique très industrielle, très normative, pas du tout attentive à la dimension humaine et à la dimension sociale. D'une certaine manière, c'est renouer avec, à l'origine des entreprises, la fibre entrepreneuriale. Parce que la fibre entrepreneuriale, les bâtisseurs de Peugeot, de Renault, c'est pas une fibre animée par le profit. C'était un plaisir d'être créatif, de concevoir des nouveaux biens à l'époque, mais qui rendaient fortement service. Quand on passe des calèches, etc., à l'innovation dans l'automobile, vous voyez la transformation, quand on invente l'avion, et derrière cet avion.
quand on passe de l'Airbus 320, ou je sais pas quoi, je connais pas bien les numéros, 320 ou 380, on n'a pas révolutionné le monde, hein, ni les usages. Donc on voit très bien que cette logique servicielle s'est renouée en fait avec l'âme entrepreneuriale au sens premier du terme. On n'a plus d'entrepreneurs aujourd'hui, on n'a plus des gens qui entreprennent. On a des gens qui gèrent, qui regardent la logique financière. L'innovation, c'est toujours des innovations incrémentales, c'est des petites innovations. On n'a pas l'esprit libre pour penser les choses autrement. Donc, effectivement, l'économie de la fonctionnalité, l'économie servicielle, elle invite les chefs d'entreprise à renouer avec l'énergie créative, la logique entrepreneuriale au sens fort du terme. Au sens fort du terme et au sens beau du terme. Parce que moi, je suis un grand fanat des entreprises. D'ailleurs, le laboratoire que j'ai créé, c'est une entreprise. Donc, c'est pas du tout anti-entreprise, c'est l'inverse. Mais renouer avec la dynamique de l'entreprise. Aujourd'hui, ces petites entreprises, elles sont souvent étranglées. Mais étranglées parce qu'elles se trouvent dans une situation en bout de chaîne. Et elles sont toujours, voilà, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur, les sous-traitants, des sous-traitants, des sous-traitants. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que quand au bout de chaîne, ben, vous êtes pris à la gorge. Effectivement, il y a un problème à la fois monétaire, financier, et un problème de temps. Donc il faut reconsidérer la gestion du temps. Comment s'y prendre? À un moment donné, il faut que les gens, les chefs d'entreprise, y compris des PME, prennent sur eux et accordent du temps à une réflexion, un retour d'expérience, reviennent sur les choses essentielles de leur propre rapport à leur entreprise. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Là, on ne peut pas compter le temps quand on a un chef d'entreprise. Ça fait partie de la beauté du geste. Ça fait partie de la beauté du geste. Moi, je ne compte pas mon temps. Pour moi, on est encore au début de l'économie de la fonctionnalité. C'est très encourageant que certains responsables de très grandes entreprises soutiennent le processus. C'est extrêmement encourageant. Mais on est loin de la coupe aux lèvres. Hein, c'est-à-dire entre... Je vais être un tout petit peu douche froide là. Je me méfie toujours des effets d'annonce. Je vais regarder le réel. Quels sont les processus réels engagés? On est quand même dans une société de communication, je dirais au sens un peu péjoratif du terme. C'est-à-dire on communique avant de faire. J'essaie d'engager une logique qui est à l'inverse. Faire avant de communiquer et ne communiquer que sur ce qu'on a réussi à faire. On peut communiquer sur les échecs, c'est pas un problème. Pas que sur les réussites. Il n'y a pas besoin de communiquer sur les success stories. On peut très bien communiquer sur les échecs. On apprend beaucoup des échecs. Mais revenir au réel et à l'expérience. Alors, c'est très encourageant que ces grandes entreprises soient à côté de ces processus. Et quand même, reconnaissons le réel, ces processus démarrent, sont au début. Voilà. Donc je ne crois pas du tout qu'on soit dans une phase aujourd'hui de généralisation de l'économie de la fonctionnalité. On est dans les prémices. Toute une série de questions ne sont pas réglées. Toute une série de questions ne sont pas trouvées encore complètement de réponse. Et donc, je trouve ça très encourageant, une journée comme aujourd'hui, absolument aucun doute. Je trouve très encourageant beaucoup de signes, y compris de la façon dont certaines grandes entreprises s'intéressent à ce processus. Mais en même temps, voyons, soyons réalistes, hein, et donc regardons les choses par rapport au réel. Souvent on me dit, mais vous êtes un intellectuel. Oui, mais je suis un intellectuel, mais je suis extrêmement réaliste. J'ai peut-être de temps en temps la tête dans les étoiles, mais j'ai surtout les pieds dans la glaise. Et je veux absolument garder ça et pas partir dans pas prendre ses désirs pour des réalités. Avoir des désirs, mais les confronter au réel.